My name is Louisa Balin. Thank you for being with us tonight. This debate will be in English and French. I'm pleased to introduce Mr. Ricardo Bocco. You are professor of sociology, political sociology and anthropology here at the Graduate Institute. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes un ancien ambassadeur de Suisse au Guatemala, au Royaume-Uni, en France, auprès de l'ONU à Genève. Et vous êtes aussi un chroniqueur au quotidien Le Temps. Et vous êtes un spécialiste aussi du conflit israélo-palestinien de la région. Good evening, Mr. Roth. You are professor of law at the faculty of the University of Geneva. You have also been president of the Special Tribunal for Lebanon. You have just come back from Israel, from the field. Thank you for being with us tonight. We will start with the first question, of course, for the three of you, if you agree. Professor Bocco, I would like to have your opinion on the movie. I think it is a very powerful and seizing movie with interpreters, great actors, including the dog, Max. I would like to begin, I have 3 points on what this inspires me. The first one is in relation to the film director, Samuel Maoz. This is his third movie. Samuel Maoz, as most Israeli citizens, Jewish Israeli citizens, has been doing the army, has been active in the army. And actually, this movie echoes his second movie of 2001 called Lebanon. The two movies are two fictions, and they have something in common, which is a sort of a huis clos. Lebanon was entirely filmed inside a tank. The filmmaker, he himself fought in Lebanon. He was a gunner. In this second movie, you can see that is a sort of a triptych. You could easily turn it into a theatrical piece. You have one first part at home, second part with the checkpoint, and the third part again at home. So Maoz, through this movie, I think is departing, and this is my second point, is departing from an old tradition in Israeli movies, and I'm talking especially about fiction movies, not documentaries. What was called the shoot and cry movies. Shmuel Ben Shetrit was one of the shoot and cry is a tradition of movies, Israeli movies, whereby the soldiers are often portrayed as suffering for killing the enemy. Here, you don't see the enemy. Here, what is at stake is that the young soldiers question what they are doing. What is all that for? So therefore, it looks like there was a movie in the 70s by Valerio Zorlini, a well-known movie called The Desert of the Tartars, adapted from a famous novel by Dino Buzzati, where you have basically a group of military on a border waiting for the enemy who never comes. And here is more or less the same, because they are there, they are sinking in the same place where they are living in, so they are sinking at different levels, psychologically, etc. But then, and this is the third point, what happens is with the car of the 4 Palestinian youngsters, I mean, we could comment also on the previous scenes. The checkpoint is a humiliating place
where when there is the couple that probably is going to a wedding, they are stopped, they are searched, they are standing under the shower, yes, the shower. There is a shower, there is rain, they are there. So, and then you have the 4 young Palestinians, and because of the littering of a can of beer, the reaction is immediate, which opens the big debate, or one of the big debate, which is the morality of the Israeli Defense Forces. I mean, the IDF have been considering or stating through their officials, through their ambassadors, has been considered, or they consider themselves as the most moral army in the world. This movie, by showing what it shows, you will definitely understand why the Israeli Minister of Culture, Miri Regev, has immediately reacted against this movie, saying that this was giving a bad image to the army, to Tzahal, and to Israel at large. But then there is a last point, and I will stop, and this is not mine. I read it a few times ago when, I mean, the movie came out in 2017, and I had read a review of it in the New Yorker, and the journalist was saying something very interesting. Was saying the foxtrot dance symbolizes the traumatic cycle Israeli society is trapped in. Every generation tries to dance it differently. But like the foxtrot steps, they always end at the same starting point, meaning that after 70 years of the very existence of the State of Israel and the continuous situation of an ongoing conflict, foxtrot symbolizes very well this nonsense, advancing, stepping aside, going back, and being again at the same point. Thank you. Thank you, Professor Bocco. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que je peux vous demander aussi ce que vous avez pensé de ce film? Bien, pour l'équilibre des langues, je répondrai en français. D'abord, je crois qu'il faut noter que c'est une allégorie construite comme une tragédie grecque classique, avec les 3 moments et le rôle du destin qui n'est pas maîtrisé et qui agit dans l'absurde. C'est le chameau qui sera l'instrument de la mort du héros et pas l'ennemi. Effectivement, j'ai aussi constaté qu'on ne voit pas l'ennemi, et j'ai aussi pensé au désert des Tartares. On est au milieu de nulle part, dans un checkpoint qui ne sert à rien, avec la routine de l'armée. Mais surtout, ce film débute par la description de l'emprise de l'armée sur la société israélienne. À quel point tout est réglé par l'armée. Ces funérailles du premier acte, enfin, témoignent de l'importance des détails. C'est l'armée qui prend en main, qui assigne le rôle, alors que c'est une cérémonie très privée en réalité, qui est codifiée, très rituelle, avec un dialogue et des scènes qui témoignent de la souffrance des héros, où on voit aussi des allusions à l'Holocauste qui reviendront plus tard. Et je pense que cette notion traverse tout le film. Ensuite, on a la vie de ces soldats et l'accident, et puis cette scène majeure du bulldozer, qui encore une fois est allégorique, mais témoigne, comme le dit l'auteur, qu'on préfère enterrer la réalité plutôt que d'y faire face. Et c'est ce message puissant de cette scène très bien filmée. Et puis ensuite, l'absurde de la fin qui est retardé. On ne comprend pas de quoi parlent ses parents qui s'éloignent, qui se rapprochent, qui évoquent ce souvenir, qui ont l'air en deuil, mais on sait qu'il n'y a pas eu de deuil. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça crée la tension
Et puis c'est la dernière image, les deux dernières images au fond, qui nous apportent la solution de l'énigme et qui montrent ce rôle du destin et le comble au fond de l'absurde de tout ce film. Mais c'est une image, je crois, assez réaliste de la vie, de cette relation à l'armée, avec l'occupation comme toile de fond, l'occupation qui est évoquée toujours indirectement, sauf lors des passages au checkpoint, des rares voitures qui s'y hasardent, sur cette route qui conduit nulle part, dont on ne sait pas vraiment où elle est. Et je pense que c'est la puissance de ce film qui a des qualités esthétiques et symboliques qui ont été couronnées, comme vous le savez, par des jurys, notamment celui de Venise. Et j'ajouterai modestement le Festival du film de Fribourg aussi, où il a été projeté en première Suisse au mois de mars. Un festival que vous connaissez bien, monsieur l'ambassadeur, et que vous appréciez. Mr. Roth, you told me when we prepare this debate that you saw this movie 3 times. Including today. Including today. What is your opinion of this movie? English or French? You decide. Yeah, but français. Okay. Half of it in English and the rest in French. Heureux, comme ça, ce sera plus vite. No, I can first in French and then in English, if necessary. Non, d'abord c'est un magnifique film. Franchement, et la troisième fois, j'ai pas eu moins de plaisir que les deux premières. Oui, pardon. C'est un magnifique film, mais je n'ai pas eu moins de plaisir la troisième fois que les deux premières. Effectivement, les acteurs sont remarquables, les scènes sont remarquables. Je trouve que l'interprétation psychanalytique des parents de ce dessin, qui ne représente que la réalité, est un message extraordinaire. C'est une scène fantastique. Sur le fond, bien sûr, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'ont dit mes deux collègues. Sur la réaction, c'est intéressant, je le dis juste parce que j'ai vu pour la première fois en Israël, j'étais à cette époque-là d'Israël. La réaction de Madame Regev, la staliniste de service, laissons-la de côté. Mais une remarque qu'a fait, disons, entre guillemets, la gauche israélienne, qui était assez critique à l'égard du film, comme d'ailleurs une partie de la critique parisienne, était cette critique: on ne voit pas les Palestiniens et l'occupation n'est évoquée que de manière très allusive et quelqu'un qui ne connaît pas la situation ne comprend pas. C'est vrai que les Palestiniens de Cisjordanie sont totalement absents. Les Palestiniens qu'on voit sont les Palestiniens citoyens israéliens, puisqu'ils ont des plaques israéliennes. Il n'y a pas une seule plaque palestinienne, donc il n'y a pas de personnes de la Cisjordanie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps sont sortis deux grands films israélo-palestino-français, enfin, que peut-être vous avez vu, c'est pour ça que je les mentionne, In Between, qui se passe entièrement dans la communauté palestinienne d'Israël. Il n'y a pratiquement pas un seul Israélien juif dans In Between. Il y a un personnage, le procureur, mais c'est tout. Et Wajid, qui a eu moins de succès, mais qui est un film que je vous recommande absolument, L'invitation au mariage en français, film franco-palestinien qui se passe à Nazareth, et où là aussi, la population juive est uniquement esquissée, comme dans Foxtrot. Et je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça, c'est que c'est difficile, aujourd'hui, de faire un film dans lequel les deux communautés, les juifs et les palestiniens, des deux côtés de la ligne verte, coexistent. Et les grands films, parce que ce sont trois vraiment grands films, et je vous recommande en particulier Wajid, puisque je pense qu'il a passé très rapidement ici, ces trois films sont entièrement communautarisés. Sur le film lui-même, 3 points. Le premier, parce qu'il n'a pas été évoqué, enfin il a été évoqué par l'ambassadeur Nordman, le deuil, la présence du deuil dans la société israélienne et dans la société palestinienne, qu'on ne voit pas. C'est intéressant de mentionner qu'une des ONG les plus intéressantes qui travaille des deux côtés de la ligne verte, donc en Israël et en Cisjordanie, est le Forum for Bereaved Families, le Forum des familles en deuil, qui réunit des familles palestiniennes et des familles israéliennes dans un effort de mémoire collectif, qui a un certain impact dans la société israélienne, je ne peux pas le dire pour la Cisjordanie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autre grande ONG que je connais mieux, puisque je travaille beaucoup avec elle, c'est Combatant for Peace, qui est peut-être plus connue. Et donc vous avez les deux catégories qui parviennent à être binationales, alors que les grandes ONG israéliennes ne sont que israéliennes, nationales. Il n'y a pas de Palestiniens de Cisjordanie dans les grandes ONG, B'Tselem, Breaking the Silence, etc. C'est purement israélien. Ces deux, Forum of Bereaved Families et Combatant for Peace, sont binationales. Et c'est intéressant que le deuil est une des choses qui a amené à un travail de mémoire qui est assez remarquable. Deuxième point,
tout le monde l'a dit, et si vous n'avez pas vu Lebanon, c'est vrai qu'il faut le voir. C'est plus éprouvant encore que ça, ce qui est pas peu dire. Et vous retrouvez la même chose, l'absurdité, le confinement, l'ennui profond, ça qui est commun à toutes les armées, etc. Bon, ça a été dit. Troisième point sur la tragédie, et là je dirais, je complète un peu ce que dit mon ami Ricardo. Pour moi, si j'avais pris la parole première, j'aurais dit c'est la never-ending tragedy, hein, la tragédie qui ne prend pas fin. Et elle ne commence pas, cette tragédie, c'est très clair dans le film à mon avis, il y a 70 ans, elle commence avec le chemin vers Auschwitz. Et donc c'est ça que dit, me semble-t-il, la scène très importante et magnifique, enfin exploit cinématographique de l'EMS, dans lequel vous avez d'abord le foxtrot et ensuite le dialogue impossible avec la rescapée d'Auschwitz. Ça commence à Auschwitz. Ensuite, il y a une répétition de la tragédie avec ce truc des 2 morts successifs de Jonathan. Et ce qu'annonce Moaz, malheureusement, comme beaucoup de cinéastes et de romanciers israéliens, c'est la tragédie suivante, qui est difficile à dessiner, mais qui est très présente dans la fiction israélienne. Je ne veux pas multiplier les références, mais s'il y a 2 livres qu'il faut absolument lire, à mon avis, pour comprendre un peu ça, qui sont parus la même année que Moaz, c'est le 3e temple c'est pas Yossi, c'est son fils Yitzhak, je crois, Sarid, et Me voici de Jonathan Safran-Foer. Les 2 livres traitent de la destruction d'Israël. La première phrase du livre de Safran-Foer, que je vous invite vraiment à lire si vous ne l'avez pas lu, l'homme qui s'est beaucoup occupé des animaux, mais là il s'occupe d'autre chose, c'est le jour où Israël a été détruite et le personnage principal va qu'à ses occupations. Donc c'est bien sûr une destruction symbolique, hein, c'est aussi une allégorie. Donc il y a vraiment cette allégorie de la tragédie sans fin, et ce n'est pas les 70 ans, c'est à mon avis plus profond. C'est un traumatisme beaucoup plus profond que Moaz exprime merveilleusement avec la scène de la maman, y compris la non-communication. C'est amusant parce que je crois que les sous-titres ne sont pas les mêmes dans les 2 versions que j'ai vues récemment, parce que là, quand le frère demande à Michael est-ce qu'elle a compris ce que tu lui as dit, là, elle a dit elle a tout et rien compris, et dans l'autre, elle a tout entendu, elle n'a rien compris. Donc il y a des versions différentes, mais bon, on comprend bien ce qu'il veut dire. Et elle confond les frères. Elle confond les frères, bon, ça c'est malheureusement un grand classique aussi de la mémoire. Tout à fait. Alors, on a évoqué évidemment Tzahal, l'armée israélienne. What is the impact of Tzahal in the Israeli society, Professor Boko? A number of Israeli colleagues in Ben Gurion University, I mean, I have a friend teaching there who has often been saying, does Israel has an army, or is the Israeli army who owns the state? Meaning that if there is a total institution or totalizing institution in the state of Israel is the army. And I think to keep the debate also along the Israeli cinemas, of course there are plenty of extremely important documentaries done by the Israeli filmmakers on the IDF. But there is one who probably goes very well to the heart of the issue of the institution, which is the 3rd movie of Claude Lanzmann. Lanzmann, the famous author of Shoah. Before that, he did another documentary called Why Israel, without a question mark. And then Tzahal. Tzahal is the acronym standing for Israeli Defense Forces. Tzahal is a 5-hour documentary, if you have time. Is a beautiful documentary insofar as is not an necessarily apologetic documentary on the Israeli army, but rather explains through different interlocutors how Tzahal is at the heart of the new Israeli society. In the movie, Michael represents very well the Sabra, the new Israeli citizen with the creation of the Israeli state. He is strong,
he shows virility, he has been in the army, officer, just the opposite of the image of what were or how they were perceived a number of Jews during the Holocaust that like sheep, they were following and going to be killed. So the Sabra is, with also its agricultural side, etc., etc. I mean, but the army is central to that. Third, for I would say, before talking about the Israelis, the Jews that composed progressively the Israeli society, the IDF played the role of the Swiss army in Switzerland. Actually, in 1949, the IDF generals were in Basel discussing with the Swiss general about the model of the new Israeli army. Why? Because the system of a militia army, well, when during all your life you do a military service, and the military service brings together people of different class, ethnic origins, etc., who mingle together, and what better institution could help in forging a nation? The process of nation building in Israel, in my view, cannot be separated from the role that the army played. Now, if you ask me what means for Israel, this is very shortly what I would say. There are many things one could say. If you ask what it means for the Palestinians, well, they see more often the army than Israeli civil society, or at least the issue is always how can you separate civil society and the military in Israel, knowing that most Israeli citizens, for a time of the year, they will use the gun against an enemy or the other part. So the Palestinians, especially in the past 20 years, have been more and more confined to knowing the Israelis at checkpoints and through the Shin Bet, the Shabak, the security services. This is what the Palestinians see most, more than the average Israeli Jewish citizen. And I would say probably that to keep the line with movies, there is a beautiful movie done by Alexandrovich, a Jewish filmmaker, called The Law in These Parts. That beautiful documentary, Ranan Alexandrovich, shows actually what is the military occupation through the role of the military judges. And there you can see, you can go to the heart of the logic of the military occupation and the role of the army. There is one main point, is that the IDF, the Israeli army, has never recognized the Palestinians, Fedayeen, as combatants. It has always defined them as terrorists. And as such, he has deprived the Palestinian combatants from being under the international law of war as combatants. This is a key point. That there are many others, of course, but this is a key point that has been from 1967 onwards immediately separating the possibility, I mean, not only the Israeli army from the Palestinian population, but putting precisely the finger on the fact that they are terrorists, they are not combatants. Professor Roth, have you seen an evolution of the perception of the army by the Israelis? You are living in Israel part of the year. Yeah, but I've been living for too short time, frankly, to answer directly your question. If I may add something to what Ricardo was saying, I think the army has the IDF has two functions, and one has been
well summarized by Ricardo, to keep together the parts of a society which is completely divided, first between secular and religious, then between Mizrahi and Ashkenazim, and then also between Jerusalem and Tel Aviv, which is a very strong dividing line. So it keeps together, okay, it has built. The second function is probably more important in a way, and probably there is an increase in the belief that on the function of this army is the investigative power of the army. It's very important in the Israeli mind, and of that I'm sure because I discussed a lot. I was in Israel during the events in Gaza with all the dead, and the people, the mainstream, I don't speak about the extremes, the Netanyahu people or the radicals, but the mainstream, which represent probably 70% of the population, nevertheless, all answered, we have an investigating system which functions, and we trust it. So it plays an important role in keeping the trust and protecting Israelis, not only in their bodies and their safety, but also in their conscience. Without the army, the problem of the Israelis would be, for the mainstream Israelis, would be the conscience, because nobody wants to be accomplices, to be complicit to war crimes. People know that war crimes are committed. Don't imagine they don't know. There are two kinds of war crimes without expanding. First, linked with the occupation. The occupation itself is not a war crime, if I may just recall it. 70 years of occupation is probably contrary to international law, but occupation is by no means a war crime. But within the occupation, there is structural violence, and this structural violence naturally amounts to war crimes. And then you have within a conflict, like in Gaza. And here, naturally, war crimes are committed by both sides, certainly, but with a disproportion. And people would not accept and would not live easily with these war crimes without this idea, which is, as the film has shown, largely ideology, but the ideology which functions, that the army will clean the floor. So that's a very important function of the army. And they trust much more the army than the politicians, on which they are completely right. I would also trust more the army than the politicians. But the army has also this, and the most decent, everybody would say in the NGOs, I speak about the critical NGOs, that the only decent person who stay were in the judiciary and in the army. Judiciary is weakened by the action of the government. The army is more difficult to completely weaken because it comes from the society. And it's part of the Israeli society in what it has as a conscience, etc. Voilà. Merci. Je pense que vous aurez beaucoup de questions de la salle. Je me tourne vers vous, monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a, le professeur Bocco tout à l'heure évoquait certaines similitudes entre l'armée suisse et Tzahal. Est-ce que vous en voyez des similitudes? Est-ce qu'il y a parfois quelque chose qui peut nous faire penser à ces similitudes ou pas du tout? Bon, je pense qu'il y a effectivement le système de milice, de mobilisation et la mentalité de l'armée du peuple qui est au service de la sécurité des citoyens, ce qui était le cas à l'origine. Je pense qu'au début, l'armée n'était pas du tout favorable à la colonisation des territoires occupés et que c'est progressivement que les colons se sont imposés et que l'armée a été chargée de les protéger, en tout cas à l'origine. Mais les similitudes s'arrêtent là, je pense, dans la réalité, puisqu'il y a eu l'expérience du combat, puisqu'il y a une situation de sécurité qui est complètement différente et que le système s'est aussi beaucoup modernisé. Il y a une collaboration, il y a des achats d'armes, il y a des visites et des rencontres, mais comme avec des tas d'autres pays et dans des tas d'autres systèmes. Alors, on nous a dit que nous avions jusqu'à 9h. Si vous êtes d'accord, messieurs, je pense qu'on va donner la parole à la salle. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, ladies and gentlemen, in English or French, the floor is yours. Je vais essayer de voir. Oui, monsieur. Merci. Oui, bonsoir. En fait,
J'ai une question par rapport à cette scène où donc la famille apprend que leur fils n'est pas mort. Donc il y a la mère qui est complètement rassurée, ce n'est pas notre fils, et le père, lui, qui reste en état de choc. Et ma question, c'est est-ce que l'idée d'universel joue un rôle dans la conscience israélienne? Alors pourquoi cette question? Parce que comment peut-on être soulagé alors qu'on est passé si près du drame? Comment peut-on être soulagé que ce n'est pas nous, mais c'est quelqu'un d'autre? Et c'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que l'idée d'universel joue un rôle dans la conscience des Israéliens ou des Juifs? Voilà, peut-être. Non, il faudrait pour ça avoir ce que nous ne sommes pas, je crois, aucun de nous trois de bons connaisseurs du judaïsme. Parce que cette question d'universel et du particulier dans toutes les religions est bien sûr une des questions fondamentales, et dans le judaïsme comme dans les autres, et c'est bien sûr une question qui est débattue pratiquement quotidiennement. Je dirais qu'il y a un mouvement, parce que ce que je vois en tant qu'observateur, je pense que vous avez raison, c'est une scène fondamentale et qui a un vrai message. Alors là, elle est pas allégorique en un sens, elle est très très directe. Effectivement, le père a raison. Je crois que le message de Moaz est assez clair. Le père a raison, et il a raison dans sa réaction. Il a raison, même si c'est pas ce qu'il exprime. Il ne dit pas comme vous, mais il y a un mort qui s'appelle aussi Jonathan Feldman et qui a aussi 20 ans et qui est aussi mort de manière absurde. Mais c'est ça le message. Et je pense que c'est un débat, encore une fois, qui traverse toutes les religions, qui est très présente dans la religion juive, en particulier dans la situation d'Israël, dans laquelle l'universel, comme vous dites, l'universel et le particulier se heurtent. Je ne peux pas en dire plus personnellement. Il faudrait vraiment avoir un bon connaisseur du judaïsme. Est-ce que vous avez une réaction, monsieur l'ambassadeur, peut-être? Oui, je pense que ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce moment-là. On a une famille qui est éprouvée, qui vit la tension de la préparation des funérailles. On lui enlève son fils et le cadavre pratiquement, qu'on ne peut même pas voir. Puis tout d'un coup, on apprend qu'il y a une faute administrative, ce qui provoque la colère du père et le soulagement de la mère qui est sous l'emprise de drogue. Donc je pense qu'il y a une réaction qui est assez primaire, mais assez humaine et assez normale. Le message universel, c'est un autre sujet. Il existe, mais je rappelle la confidence de Max à son frère. Nous sommes des athées, après tout. Donc il n'y aura pas de développement spirituel de ce côté-là dans le film sur ce sujet. C'est très individuel, mais c'est une colère qui tourne à une autre institution israélienne à laquelle on fait allusion, la protection. Il s'agit de trouver le général qui va libérer le fils maintenant qu'il a survécu à cette non-mort, pour qu'on nous le ramène au moins. C'est d'autres réactions. Oui. Oui. Professeur Bocco, non? Alors on va reprendre, on va prendre une autre question. Oui, madame. Monsieur et après madame. Oui, professeur Roth et professeur Bocco, est-ce que vous pouvez répéter les livres et le film que vous recommandez? Et une question sur le film. Pourquoi au checkpoint, seulement l'identité des femmes avait été sur l'écran et pas les chauffeurs des voitures? Non, il demande l'identité, il demande les cartes, il demande toutes les cartes. Je pense que dans le premier, il y a, dans le premier, il y a manifestement cette question du changement de physionomie de la femme. C'est ça qui interpelle, parce que bien sûr, c'était une jeune fille, c'est devenu une femme adulte, et là, il y a un doute, d'où la vérification. Mais je crois pas je crois pas du tout qu'il y ait cet aspect-là, non. Et puis sur les livres et films, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On pourrait mettre ça sur une plateforme. Nous sommes des grands techniciens. On peut faire ça. Où est-ce qu'elle est, Léna? Léna, où est-elle? On peut mettre sur une plateforme. Faut pas, d'accord? On met ça sur une plateforme et voilà. Vous devrez écrire à Léna pour avoir. Très bien. Merci. Il y avait une question ici. Oui, madame. Merci. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé et qui me frappe, moi, pour avoir été aussi en Palestine et puis avoir vu beaucoup de dérapages, c'est ce problème de manque de sang-froid. Quand ils voient cette canette qui tombe par terre, on tire.
Et il y a eu X situations quand j'étais en Palestine d'un garçon qui avait une grosseur, par exemple à la taille. On lui tirait dessus avant de lui demander de lever le t-shirt et de voir qu'il avait son portable. Et il n'y avait pas d'inculpation. Donc, est-ce que aussi le manque d'inculpation de ces crimes, je dirais, parce que c'est des crimes, il faut les appeler comme ça, est-ce qui fait que peut-être les soldats qui sont très stressés, bon, parce qu'on les mène aussi durement, je pense aussi que l'armée israélienne est criminelle pour sa jeunesse, j'ai souvent partagé, puisqu'elle leur fait faire des exactions, qui les poursuivent toute leur vie, même si, bon, c'est peut-être pas le point là, mais est-ce que justement cette absence de juridiction, de condamnation, de recherche de preuves, quand il y a des choses pareilles qui se passent, et puis il y a eu j'ai X exemples à citer du même ordre, où des mamans ne laissent pas les enfants jouer avec des pistolets en plastique, parce que l'un ou l'autre, une fois, a été tué, parce qu'on pensait que c'était une vraie arme, etc. Est-ce que vous pensez qu'ils arriveraient peut-être à développer un espace de pensée qu'ils n'ont plus dans beaucoup de situations, où tout de suite c'est le feu, et on tire, et voilà. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui n'a pas été évoquée, quand on parlait du rôle de l'armée, j'étais très frappée pour avoir été en cours militaire d'enfants. Là aussi, c'est l'armée qui juge. Et souvent, les juges n'ont aucune... Je vais vous raconter un détail qui va vous faire frémir et vous ne me croirez peut-être pas. J'étais avec Defense Child International, avec Khaled Kousmar, et il était une fois avec une Américaine, il m'a raconté ça, qui a donné au juge à la fin une convention des droits de l'enfant. Et le juge a été assez bête pour demander à un de ses soldats de le prendre en photo en disant qu'il ne savait pas que cette convention existait. Je crois que j'ai tout dit. Professeur. Ah ben voilà, vous avez Eric Cardot. Non, bon, c'est une vaste question, la première, hein, bien sûr. Comment évolue la jeunesse? Que fait-on de la jeunesse? Je dirais que malheureusement, l'ère du temps, c'est Israël, un des problèmes d'Israël pour l'humanité, c'est qu'elle a malheureusement précédé, dans beaucoup de mauvais aspects, ce qui est ensuite intervenu. Le grand exemple, c'est les exécutions extrajudiciaires, qui ont commencé véritablement de manière systématique dans les territoires occupés, et d'ailleurs ailleurs, et puis qui sont redevenues une pratique que vous savez, en particulier sous l'égide américaine. Il y a d'autres exemples. Et là, c'est recours trop facile à l'arme. Vous avez raison, c'est bien sûr une des choses qui apparaît. Malheureusement, l'ère du temps international ne va pas exactement dans le sens que vous recommandez. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, qu'il n'y a pas une réaction d'Israël. Quand même, j'ai cité Breaking the Silence, que je pense que tout le monde connaît. Breaking the Silence, c'est ça, le mot est clair. Nous avons fait des choses atroces et nous ne voulons plus nous taire. Et Combatants for Peace, dont je parle, c'est aussi ça. C'est très émouvant de participer, j'ai le privilège de le faire assez régulièrement à la réunion de Combatants for Peace. Vous avez d'un côté des soldats qui ne sont pas beaucoup plus commodes qu'en tout cas le père Feldman, qui a été au combat, comme ils disent. Et de l'autre côté, vous avez des gens que les Israéliens d'abord ont mis en prison pendant un certain nombre d'années et surtout qui sont considérés non seulement par les Israéliens, mais par beaucoup de pays, hein, ça ne c'est pas que l'Israël, comme des terroristes. Et ces gens se parlent, ces gens essayent de progresser ensemble. Donc la société civile bouge, c'est bien sûr une petite minorité, mais tout part toujours de petites minorités. Sur le deuxième point, oui, ça c'est le résultat de l'occupation. Les tribunaux militaires sont compétents, y compris pour les enfants. Il y a beaucoup de choses à réformer. C'est absolument vrai. C'est un des traits de l'occupation. Je dirais que c'est celui qui est peut-être le plus familier d'une occupation entre guillemets normale. Ce qui est affreux dans l'occupation, et vous l'avez vu, c'était en Palestine, à mon avis. Bien sûr, c'est affreux de voir des gens torturés ou de savoir des gens torturés. Mais surtout, ce qui est affreux, c'est la colonisation. C'est pas tant l'occupation militaire ou les tribunaux militaires. Moi, je me commode de tribunaux militaires s'ils sont bien gérés. Parce qu'une occupation, c'est des tribunaux militaires. Si vous mettez en place des tribunaux civils, vous violez les règles de l'occupation. Il ne faut pas oublier ça. Une autorité occupante doit avoir des tribunaux. Par contre, c'est la colonisation au sens propre, c'est-à-dire l'étouffement du territoire palestinien par la colonisation. Mais vous avez raison, bien sûr, c'est un régime militaire, des gens insuffisamment formés, etc. Ricardo Bocco. No, I think that if you look at the past 20, 30 years of the conflict, there is probably a watershed, 2009, when Netanyahu comes back to power. He was prime minister 96, 99, and then he comes back to power in 2009. And the first important issue is in 2009, the International Commission led by the famous
South African Jewish judge Richard Goldstone on the crimes of war during the 2008-9 war in Gaza. At the Reut Institute in December 2009, Netanyahu made one point very clear. He said, we should rewrite the international law, and we can. What did he mean? What did he mean? He gave it as a precise example the fact that international law being based on the binding precedents, he just gave the example of the extrajudicial killings, saying, you remember 2001, we had a campaign during the Second Intifada against us, accusing us of extrajudicial killings. Now, no problem anymore. On the contrary, the US are doing the same in Yemen, in Iraq, in Afghanistan. So he said, we can rewrite international law by creating a jurisprudence that will set the preceding binding as the rule. And when I say that 2009 is a watershed in the history of the Israeli occupation and the Israeli, more at large, the political life inside Israel, the first clear dramatic results of these three governments of Benjamin Netanyahu and this right-wing coalition has been this summer the new organic law. In the new organic law, beside all the questions opening the path to a possible apartheid, etc., there is one key point whereby the new organic law explicitly affirms that the colonization is a national good endeavor. And this is a national objective. So I think that we are now in a process unknown before 10 years ago. And all the questions of war crimes, crimes against humanity, oh my God. This is, not to speak about the 2014 Gaza war. That was another important episode. Anyway, I stop because... I think we can take another question. Yeah, ici et here and here after. Nous allons prendre deux questions. Well, I speak no French, so all the discussion that went in French may have answered the comment I make. But it is specifically the comment that Professor Roth made, that the Israeli Defense Force has an investigative arm and that it investigates the war crimes and so on. Given the history of the amount of soldiers that have been found guilty of this, I think it's that investigation force or whatever this thing is a hypocritical soothing balm to Israeli society. It really doesn't do any job. It just says we investigate and we look at it and so on, and then gives something else. The second point is we must remember that the government in Gaza was selected through a proper democratic election. And so therefore, to sort of speak against that government is then to say democratic election doesn't count. This just reminds me, going back 30 years, of Salvador Allende. When his government came into power, Henry Kissinger said, you know, we should save the Chilean people from their foolishness and, you know, overthrow that government because that is not what is there. So the decision of the Chilean people to elect Allende, the decision of the Arab people to have their Gaza government is sort of considered, no, we have a higher intelligence which says that those are not correct. I mean, that's the comment I wanted to make.
If you are interested, of course, in the history of Chile, I invite you to come here on the 19th of November. We will be screening an excellent documentary called Chicago Boys. So you will be most welcome. Just a short follow-up. No, Chile is really another question, and even Gaza, vis-à-vis the movie, is another question. On your first point, it seems to me exactly what I said. It's an ideology, but an ideology which functions. It's just what I see. It's a very important, you can say, hypocrisy. It's more than hypocrisy. It's an ideology which is really well-rooted in the Israeli society. And without this ideology, I think the Israeli society would be even more uncomfortable than it is today. So, yeah, I know, but hypocritical is a common word. It's really an ideology. Une question de ce côté. Oui. Quand on parle des droits de l'enfant, de la charte des droits de l'enfant, il me semble qu'il faut aussi parler de l'usage par les terroristes du Hamas des enfants comme boucliers humains. Alors j'aimerais savoir comment vous qualifiez cet usage des enfants de boucliers humains juridiquement. Pour moi, ce sont des crimes de guerre aussi, bien pires que d'autres. Merci. Ça peut être assez court. On n'est pas un tribunal ici, on n'a pas les éléments. J'ai été juge pendant un certain nombre d'années. Je suis prudent là-dessus. J'ai dit très rapidement, de nouveau, qu'il y avait eu des crimes de guerre des deux côtés, ce qui est vrai, mais avec une disproportion, et ça, il faut quand même ne pas prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont, avec une disproportion énorme du point de vue israélien. Je parle des crimes de guerre. Ça ne veut pas dire que Hamas n'en commet pas, ça ne veut pas dire que Hamas n'a pas été démocratiquement élu, par ailleurs, monsieur a raison, mais les crimes de guerre existent de côté, c'est absolument évident, mais quand même, ne comparons pas l'arbre et la forêt. Quand même. Est-ce qu'on a le temps de prendre une toute dernière question? Là-bas, oui. Allez-y. Le micro va se balader. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Par contre, il y a certaines choses qui m'ont amené des très, très douloureux souvenirs, malheureusement. Il y a une dame qui a parlé là tout à l'heure de quand elle avait été en Palestine, elle avait vu quelque chose. Moi, il y a des années en arrière, parce que j'ai de la famille qui est palestinienne et de la famille qui est juive. Donc, c'est très dommage parce que ici, je trouve que c'est utilisé un peu comme un forum pour que les gens ils disent n'importe quoi. Moi, ça m'a amené des souvenirs horribles où j'ai un cousin parce que il avait épousé une Palestinienne, ils ont eu un enfant. Et tout simplement parce qu'il avait été, c'était avant qu'il y ait les frontières, ils l'ont égorgé, ils l'ont tué, ils ont tué l'enfant, tout simplement parce qu'il était juif. Et puis elle... je ne vous dis pas qu'est-ce qu'elle a subi aussi. Puis j'ai un autre cousin aussi qui a épousé une Palestinienne et toute sa famille l'a complètement renié. Et ça, ce sont des choses, je trouve que ce n'est pas des choses à dire ici parce que quand on parle, vous avez bien dit, c'est un film d'allégorie. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont très douloureuses et moi, malheureusement, ça m'a amené des souvenirs aussi assez douloureuses. Et je trouve que ce qui est important à faire dans des choses pareilles, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, au lieu de ramener toujours la haine. Et moi, ça m'a rappelé des souvenirs trop, trop douloureux. C'était avant qu'il y ait aussi les checkpoints. Et désolée, mais moi, j'ai de la famille dans les deux camps. Et moi, je respecte les deux camps. Merci. Ce film, effectivement poignant, a ouvert le débat. Nous avons évidemment encore beaucoup d'autres questions. Je vous remercie, mesdames et messieurs, je remercie nos intervenants d'avoir participé à ce débat. Je remercie The Graduate Institute de m'avoir invité. J'ai eu beaucoup de plaisir d'être en votre compagnie ce soir. Je vous donne rendez-vous. J'aurai le plaisir d'être avec vous à nouveau, comme je le disais à monsieur, le 19 novembre pour un autre film que nous allons présenter ici, Chicago Boys. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci. Bonne soirée.